bienvenue dans My Coach Inside, le podcast où l'on parle entrepreneuriat, sport, développement personnel et de tous les sujets au final qui nous permettent de nous rapprocher de nos objectifs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Salut, ça va super bien, merci. Et toi ? Écoute, ouais, génial. Mathieu, est-ce que tu peux peut-être te présenter, qu'on puisse savoir qui tu es ? Je suis Mathieu, du coup, j'ai 37 ans, je pense. Je suis marié, j'ai 2 petits loups. Ça, c'est dans ma vie perso. Et dans ma vie plutôt pro, j'ai créé une première structure il y a 14-15 ans qui s'appelle Dagoma. On fait de l'impression 3D et de la fabrication de pièces. Et puis, ça m'a amené à créer d'autres choses le long de mon chemin. Dont plus récemment en tout cas, une structure qui s'appelle Ticel, sur laquelle on remet de l'industrie ou de la petite industrie en France. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, Ticel, alors exactement comment est-ce qu'on remet de la petite industrie en France ? Ouais, alors comment on remet ou comment on essaye de remettre en tout cas, carrément. Ticel, c'est une structure à la base associative, devenue entreprise sous le format SCIC, donc c'est une structure qui n'a pas de vocation lucrative et qui appartient à tous ses membres et qui a pour objectif de remettre du faire et du savoir-faire au local. Et donc, on est en train d'en disséminer, là pour l'instant, dans les Hauts-de-France, à droite à gauche, et puis on espère que ça s'étendra. Comment on fait ça ? On récupère des lieux, et dans ces lieux, un peu comme un hôtel d'entreprise, on vient mettre des structures qui répondent à une même envie. Et cette envie, c'est quoi ? C'est évidemment de remettre du faire et du savoir-faire, ça je l'ai déjà dit, mais c'est surtout de remettre de l'économie circulaire et beaucoup de valeurs sociales. On est très proche du monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc ces structures, elles payent un loyer, mais surtout elles ont accès à un panel de services, et c'est pour ça que c'est intéressant, entre autres, Ticel. C'est qu'au-delà d'avoir de la visibilité, de créer une marque autour de ces sujets, de l'économie circulaire, des valeurs du fabriqué local, on a un panel de services qui permet à ces marques-là qui sont par nature engagées et donc qui vont avoir un petit peu, j'aime bien raconter qu'elles ont un peu un pied cassé avant de démarrer. On vient essayer de préparer quelques plâtres qui vont pouvoir leur servir, si je reprends l'image. Et donc, on va par exemple pouvoir gérer la logistique pour eux. Mais ça va être par exemple, pour aller droit au but, une logistique qui va être déjà négociée sur des contrats plus massifs que ce que chacune des structures serait capable d'aller chercher. Et donc en ça, elles vont, je ne vais pas dire gagner de l'argent, mais elles vont moins en dépenser. Et du coup, c'est quel type d'entreprises qui sont... Les boîtes aujourd'hui qui sont au sein de Ticel, ça va être par exemple une structure qui s'appelle La Viebelt, qui fabrique des ceintures en pneus de vélo. Ça va être... tu as déjà rencontré Hubert peut-être ? Non, mais ils sont pas passés sur Qui veut être mon associé ? Si, carrément, ouais, Hubert est passé ouais. sur Qui veut être mon associé. Ouais. Je pense saison 1 ou quelque chose comme ça. Ouais. Carrément. Ok. Il va y avoir les 3 tricoteurs. Donc, ils fabriquent... ils tricotent. Donc, ils remettent du tricotage, donc de la fabrication de pulls, de bonnets, d'écharpes, de mitaines. Là, ici, à Roubaix, en l'occurrence. Il va y avoir Join Félelin, c'est un ingénieur textile qui a une très grande maîtrise et connaissance sur la filière du lin et qui s'attelle à remettre de la fabrication de textiles en lin. Et donc dans ces textiles, il va y avoir quoi ? Il va y avoir des shorts, des t-shirts de sport notamment, avec toutes les particularités hyper intéressantes du lin qui vont être relativement proches de la laine mérinos. Donc, quand c'est thermorégulateur, etc. Il va y avoir une asso incroyable qui s'appelle Recycle-moi, qui, en France, ça, j'adore cette phrase, on jette 1,6 million de vélos par an. Donc, c'est colossal. Et Recycle-moi, ils ont un deal dans les Hauts-de-France pour récupérer tous les vélos jetés, notamment dans les déchetteries, etc. Et donc, ils remettent en fonction des vélos qui allaient être un déchet, mais qui n'en sont pas. Et donc, ils remettent tous les ans... l'année dernière, c'était 1600, et puis l'objectif, c'est d'arriver à 3000, là, tout doucement, vélos sur le marché. Donc, c'est des vélos à prix solidaire qui sont garantis 2 ans, comme dans n'importe quel magasin de cycle, et qui ont déjà eu une première vie, par exemple. Et il y a plein d'autres structures. Hein. Il y a évidemment la structure du coup, que j'ai fondée auparavant, qui s'appelle Dagoma, sur laquelle on fait de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une méthode de fabrication de pièces plastiques qui permet de consommer moins de matière,
pour laquelle il y a des grandes velléités et facilités de réemploi de matières plastiques. Donc on fait beaucoup de recyclage, pour le dire, ou de réemploi, pour le dire de manière simple, par exemple. Comment on en vient à passer, toi, tu as un parcours d'entrepreneur, en tout cas de ma fenêtre plus traditionnelle. Ouais, dans la tech, ouais. Dans la tech, voilà. Et là, en fait, entreprise à mission, tu vois, tu disais proche de l'ESS. Ouais. C'est quoi comment on en vient à faire ce switch? Il n'y a pas vraiment de switch, c'est pour moi une continuité vachement linéaire. Mais en effet, on peut la voir de manière abrupte en se disant, mais tiens, c'est un gros geek qui fabrique des imprimantes 3D et qui en fait devient, je sais pas, bref, dans l'ESS ou je sais pas quoi. Non, c'est plus une avancée et une compréhension, en tout cas ma compréhension, du monde ou de mon espace dans lequel je vis aujourd'hui. Qui s'est fait par toutes les découvertes que j'ai eu la chance de faire, les rencontres, la vie que j'ai pu avoir. J'ai vécu à Shanghai, j'ai vécu à côté de Santa Barbara, Los Angeles, quelques temps aussi. En fait, c'est génial de voir que le monde bouge, le monde tourne, les choses changent. Mais est-ce qu'elles changent dans une direction qui me semble, à point de vue très personnel, durable, acceptable, confortable pour mes gamins, pour les gamins des autres, pour la vie. Et puis une question sous-jacente permanente qui est un peu c'est quoi le but, quoi. Alors c'est quoi mon but et c'est quoi notre but ou c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre vision, enfin peu importe en fait. Mais c'est quoi le projet qu'on a envie d'écrire ensemble et ensemble en tant que moi, ensemble en tant que famille, ensemble en tant qu'entreprise, ensemble en tant que ville, ensemble en tant que tu vois pays ou juste l'humanité, quoi. Et ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à y répondre quand on est trop, ou on n'y répond pas du tout. Alors, il y a des... Je vais faire une énorme digression, mais il y a des pays où c'est très facile, puisque c'est décidé par Xi Jinping, pour ne pas le citer, et qui dit ensemble, on va aller là-bas. Et ça peut avoir un côté génial, parce qu'il y a 15 ans, ils ont mis... ils ont écrit et ils ont aussi mis les subs qui allaient bien pour devenir les numéros 1 sur l'électrique, les numéros 1 sur le solaire, les numéros 1 sur etc., etc. Et aujourd'hui, ils le sont. Donc, c'est que ça marche. En tout cas, ils savent déployer une vision comme ça. Et puis après, on aime ou on n'aime pas. Je ne pose pas de jugement à ce stade. Et puis après, il y a mon regard de notre fenêtre. Alors là, je réduis la fenêtre et je me mets en France, voire en Haute-France. Et je me dis, OK, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de la tech. On fabrique des imprimantes 3D. Voilà, c'est un objet un peu électronique, un peu mécanique. Il y a un peu de tech dedans, il y a un peu de logiciel, enfin, il y a de l'IT, etc. OK, trop bien. Et plus on creusait, plus on devenait, entre guillemets, expert du sujet de l'impression 3D, qui était notre verticale, plus je me rendais compte que, en fait, on ne savait pas faire en France. On était incapable, parce que la boîte, on l'a créée à Shanghai, pour reprendre un peu le fil, en 2012. Et on se dit, mais c'est un outil incroyable, il peut permettre de fabriquer ultra localement, parce que je peux en avoir une chez moi, je peux fabriquer les pièces dont j'ai besoin. J'ai cassé un truc, je peux le réparer, etc. OK, trop bien. Donc, c'est un produit qui va marcher et qui a de l'avenir, etc. Ça, c'était notre vision à l'époque. Donc, il ne faut surtout pas qu'on le fabrique en Chine, parce que c'est un peu ridicule de se dire, je fabrique un produit en Chine pour le vendre en France pour fabriquer local. OK, faisons la démonstration par l'exemple. On revient en France, chose qu'on fait en 2014. On installe une petite usine en France, on fabrique en France, on vend en France. Et on montre que les machines fabriquent des machines, etc. Ça, c'était notre concept de base. Voilà, et puis au fil de ce chemin, si je fabrique en France, même si j'ai la capacité, les connaissances, enfin, quand je dis j'ai, c'est pas moi, c'est Dagoma, on a la capacité de sourcer en Chine, etc., et qu'on a des relations fluides, etc., est-ce que je peux pas essayer de sourcer local ? Parce que c'est le but de la démarche. Et puis en fait, on se rend compte que l'acier, c'est un marché mondialisé, que je peux l'acheter en France un peu importe, parce que je peux finalement trouver de l'acier un peu partout en France. Mais le mec, lui, il va se sourcer à Hong Kong, parce que c'est au niveau de Hong Kong que tout le deal de l'acier se joue. Et même à Dunkerque, tu vois, où ils utilisent des tonnes et des tonnes d'acier pour le transformer. De l'acier qui arrive après chez Renault, chez machin, etc., dans les usines un peu des Hauts-de-France. Le challenge, il se joue à Hong Kong, il se joue pas à Dunkerque, quoi. Et après, ça passe sur des bateaux. Donc en fait, on est sur un marché, le coton, je parlais des 3 tricoteurs tout à l'heure, le coton, c'est un marché mondialisé. Il
il est plus qualitatif d'acheter du coton sur le marché mondialisé, parce qu'il va être mélangé, pour plein de raisons techniques, que d'acheter du coton 100% fait dans la prairie de machin truc, tu vois, de Monsieur Michu qui a ses petits, voilà, qui a ses plantations. Donc voilà, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool par rapport à ce marché mondialisé. Mais il se trouve qu'il y a 10 ans, quand on essaye de vraiment rapatrier, faire du plus local, etc., on est incapable de trouver un fabricant de moteurs en France. On est incapable de trouver, une capacité à faire. Et puis quand on y arrive, typiquement les cartes électroniques, c'était un de nos gros sujets, on se dit quand même, ce sera vraiment chouette parce qu'on les dessinait déjà, on dessinait les composants, les machins, on assemblait. Et on se dit, mais ce serait cool de les faire en France, en fait. On a les dessins nous appartiennent. Finalement, c'est juste des machines qui pick and place et puis ils vont déposer les transistors, les machins, les trucs. Et là, on se rend compte que, OK, on peut trouver, ça coûte 35% plus cher que de le faire en Chine. Mais pourtant, les composants, eux, ils sont quand même soit d'Allemagne, il y en a certains, soit de Chine. Et en fait, à la fin, on se rend compte que depuis 40 ans, globalement, et c'est un peu mon constat, c'est ça qui va m'amener un changement profond, que depuis 40 ans, on pousse la France, pays du tertiaire, trop bien. C'est vrai que ça a créé des centaines de jobs. On s'est tous super inquiétés quand il y a eu l'ordinateur. Ça va enlever des jobs. En fait, pas du tout. Internet, pareil, etc. Et en fait, on ne sait plus faire. Pendant longtemps, on est resté sur une imagination un peu latente de se dire mais si, on a des super écoles d'ingé. Et c'est vrai. On a des super écoles d'ingé. Donc, du coup, les gens, ils comprennent et ils savent imaginer les produits de demain. Ouais, sauf que ce qu'on n'a pas accepté de voir en parallèle, c'est que, et je tape pas sur la Chine, hein, c'est global, mais notamment en Chine, au début, ils ont accepté de faire les petites mains, entre guillemets, un peu sales, les cols blancs, cols bleus, là. Ils ont accepté de faire les cols bleus et d'assembler les produits, machin, pour nous et toute la partie manufacturière. Mais tout doucement, leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir-faire, il est remonté d'étage en étage. Et aujourd'hui, ils sont des ingénieurs 1000 fois plus, en masse globale, hein. Ils ont 1000 fois plus d'ingénieurs déjà, factuellement. et leur niveau de leur capacité d'abstraction, etc., leur capacité à imaginer demain, etc., elle est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante, organisée par un système, etc., hein. Mais la résultante, c'est que nous, on sait plus faire, ou on sait moins faire, ou ça nous demande plus d'efforts. En plus de la différence salariale, on arrive sur des sujets où on est juste hors de prix de le faire au local. Et comment on peut remettre cette petite graine ? Comment on peut, probablement tout en bas de cette chaîne, quand je dis tout en bas, c'est pas du tout une échelle de valeur, c'est plus factuel. Pour fabriquer le produit, pour l'assembler, comment déjà on peut redonner du goût à tout ça ? Parce qu'en fait, c'est trop cool. Si j'assemble le micro, si je fabrique la tasse qui est autour de moi, le fauteuil sur lequel je suis assis, etc., quand je le vois sur un podcast, quand je le vois à la télé, quand je le présente à des amis, mais en fait, je suis fier de l'avoir fabriqué. Et comment on peut remettre du goût à ça ? Et là, ça, c'est mon imaginaire à moi. Si on remet du goût à ça, étape par étape, on va revenir mettre des strates de savoir et de savoir-faire. Voilà, et c'est un peu l'ambition qu'on a, c'est même complètement l'ambition qu'on a avec Ticel. C'est réimplanter des boîtes, les accompagner sur un maximum de services pour qu'elles soient le plus viables possible ou que ça leur coûte le moins cher possible. Donc les aider entre guillemets financièrement, sans être du tout dans leur core business. Moi, je ne sais pas gérer une production de pulls, quoi. J'y connais rien dans le lin, etc. quoi. Mais par contre, on peut organiser des services autour. On peut s'organiser entre nous, des services autour de nous. En plus, on peut s'entraider. On peut se passer des bons plans, etc. Donc, comment on crée une communauté d'acteurs qui a un peu ces mêmes valeurs, ces mêmes envies, ces mêmes ambitions. Et puis, on verra où ça nous emmène. Tu vois, quand tu parlais de... c'est les petites mains, de faire les choses par soi-même, etc. Moi, je remarque en fait, tu vois, qu'à l'école, toutes les voies où justement on fabrique, on fait par nous-mêmes, c'est les voies qui sont les plus dénigrées, quoi, qui sont dévalorisées et qu'il vaut mieux redoubler, qu'il vaut mieux faire partir pour faire du tertiaire, etc. Mais que tout ce qui est manuel, c'est le sous-métier. Et ça, tu vois, moi, je vois, tu vois, des potes à moi, tu vois, à qui on a dit, t'es pas bon, donc tu vas aller faire un CAP plombier, et qui ont fait du coup un CAP plombier. Aujourd'hui, pour eux, ça se passe bien. Ah ouais, carrément. Et en fait, j'ai espéré un truc post-Covid, parce que
Souviens-toi, dans le Covid, tu sais, pendant le Covid, pardon, qui était une phase probablement pas très drôle pour la majorité d'entre nous, on a dit ouais, mais en fait, c'est incroyable. Merci aux caissiers, aux caissières, aux agents d'entretien, etc., qui sont absolument nécessaires et on se rend compte qu'ils sont nécessaires dans notre société. En fait, bon, déjà, je trouve ça hyper triste qu'il ait fallu un Covid pour se rendre compte que ces personnes étaient nécessaires parce que, bien évidemment, quand on arrive dans un bureau tertiaire, et là, je prends une caricature incroyable, et qu'on s'assoit au bureau et qu'on n'est plus capable de se rendre compte que le sol est propre, que le bureau est propre, que les toilettes sont propres, en fait, le monde tourne pas que grâce aux 3 clapotis qu'on va faire sur un ordinateur, quoi. Bref, donc il y a tout un truc qui fait que tout peut fonctionner grâce à toute une structure de notre société qui est un peu invisible. Tu vois, je pense principalement aux femmes de ménage là, qui se lèvent hyper tôt, qui bossent de 3h du mat à 6h du mat, et je me dis, mais waouh, c'est incroyable en fait le job qu'elles font et ce qu'elles permettent aux autres de faire et de vivre. Et donc pour revenir à ça, ouais, c'est pas normal que ces métiers soient dénigrés au stade de l'apprentissage. Et tu vois, des potes plombiers là dont tu parles, en fait, ils ont probablement l'un des meilleurs jobs possibles aujourd'hui. Un, d'un point de vue financier, parce qu'il n'y en a pas assez, et donc du coup, tant mieux pour eux, et c'est trop cool. Et deux, d'un point de vue schéma intellectuel et capacité de faire des choses, c'est assez incroyable. En fait, quand tu te rends compte que tu peux réparer 1, 10, 20, 100 maisons, que tu peux sauver la semaine de telle ou telle famille parce que le chauffe-eau est pété et qu'en fait c'est horrible de se nettoyer dans le froid, etc. En fait, c'est aussi hyper gratifiant. Et ça, je pense qu'on oublie un peu trop souvent de le dire. Et quand on sort notre ordi, notre téléphone, enfin je caricature un peu sur ces objets-là, mais ça peut être les assiettes pour mettre à table avant de manger un repas ensemble. En fait, on oublie de se dire, mais en fait, si j'ai ce téléphone, si j'ai cette assiette, si j'ai cette fourchette, si je suis assis sur cette chaise, en fait, c'est grâce à qui, enfin alors à qui, c'est pas possible de répondre, mais c'est grâce à quelle structure de société. Et en fait, cette chaise, elle est chinoise. Et j'ai rien contre la Chine, je les adore, j'ai plein de potes chinois en plus pour y avoir vécu pas mal de temps. Mais en fait, est-ce que c'est logique, tu vois? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour après-demain? Je pose la question. Après, il y a toujours cette réalité économique aussi derrière tout ça, quoi. Aujourd'hui, enfin, acheter une chaise, moi j'ai découvert ça quand j'ai eu mon premier appartement, ça coûte une blinde d'acheter une chaise. Et si tu vas acheter une chaise faite en France par un artisan français, bah forcément, c'est une réalité économique où tu peux pas lutter. Alors, oui, je comprends ce que tu dis. J'ai envie de penser que tu as tort. Aujourd'hui, je suis plutôt d'avis de dire que tu as raison. Je m'explique. Si le but, si dans le chemin de réflexion, le but c'est d'avoir une chaise pas chère, ben on va aller chercher du volume, on va chercher à massifier, on va chercher à en faire des centaines de millions. Et en effet, aujourd'hui, en France, au local, on n'est plus vraiment capable de faire des centaines de millions de chaises. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi, encore une fois, je ne tape pas sur la Chine, je prends des caricatures, et pourquoi dans d'autres pays, ils sont capables de faire des centaines de millions de chaises? Mais parce qu'ils ont accepté à un moment donné, tu vois, de continuer à faire ce sale boulot, qui n'est pas du tout sale, de production, etc. Ils ont fait grossir leurs outils de production. Et finalement, qu'est-ce qu'il faudrait pour réavoir qu'on avait il y a 50, 70 ans, pas dans les volumes aujourd'hui actuels, mais ces outils de production, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme effort? Ça, c'est la première partie de la réponse, et, enfin, en tout cas de ma réaction. Et la deuxième partie de ma réaction, ça va être, ok, tu veux une chaise pas chère, mais le sujet de la chaise pas chère, c'est quoi? Est-ce que finalement, le pas cher, c'est pas cher parce que je vais ne plus apprécier ma chaise dans 5 ans? Ou est-ce que je veux une chaise que j'aime, que j'apprécie visuellement, etc., et qui me dure jusqu'à la fin de mes jours? Et il y a ce sujet de durabilité aussi, que j'aime beaucoup, parce que c'est compliqué de se dire aujourd'hui, j'achète un téléphone pour qu'il dure jusque dans 50 ans. Évidemment, on est convaincu, d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi, mais le marché, enfin la structure, la société nous a convaincus qu'un téléphone, ça durait entre 2 et 7 ans pour les plus vaillants, tu vois. Et parfois, je suis un peu ambitieux. Mais en fait, une chaise, tu vois, ça se regarde peut-être un peu différemment. Une table, ça se regarde sûrement différemment. Et aujourd'hui,
combien de chaises moi le premier, hein, j'ai pris et j'ai fait bon bah ok, en fait je l'ai pété parce que je me suis mal assis, parce que j'ai tiré dessus, parce que j'ai fait enfin peu importe, j'ai cassé ma chaise. Bon bah ok, poubelle. En fait, il est probable qu'une chaise faite par un petit artisan local qui travaille le bois, etc., elle dure plus longtemps, mais surtout je la casse et je vais le revoir. Je vais, je sais pas, Pierre, qui est notre artisan préféré du bois. Mais tu pourrais pas faire quelque chose là, j'ai pété ma chaise, j'ai fait une connerie, machin. Est-ce que tu peux la réparer? Bah oui, bien sûr, je peux te la réparer. Et je pense qu'on a perdu aussi un peu une conception de trucs où est-ce que c'est pas réparable? Mais comme on n'a plus les capacités, si j'achète une chaise chez Auchan demain matin, bah, je vais pas aller à Auchan dans 5 ans et dire ma chaise elle est pétée, tu peux me la réparer. Mais évidemment que non. Tu vois, on oublie ce truc-là. Donc on prend la chaise, on la fout à la benne. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on venait à pouvoir repartir sur cette proximité-là avec j'achète ma chaise auprès de Pierre et puis LK, je vais le revoir et il me la répare, etc. En matière de lien social, ça crée quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis un grand malade de vélo. Donc, ouais, il y a plein de marques de vélo. Je suis un peu tatasse sur ces trucs-là. Enfin, c'est mon kiff, quoi. Et j'ai découvert qu'à Roubaix, il y avait un type qui fabriquait des vélos. Je me dis, mais c'est incroyable. Je m'y attendais même pas, quoi. Et le type, il est spécialisé dans les vélos en acier sur mesure. Donc, tu vas le voir. C'est des vélos qui sont chers, hein. Enfin, c'est 2000 balles le bas prix, tu vois. Mais c'est ton vélo à la fin. J'ai pas encore craqué. Mais tu vas le voir, il te raconte. Il est dans son petit atelier là qui fait, je sais pas, 20 fois ou 30 fois la taille de cette pièce. Mais du coup, c'est petit atelier, tu vois. Il achète ses tubes en acier, il va les découper, il prépare une structure de cadre, il les soude, il t'assemble. C'est ton vélo. Il est fait pour toi, il est à tes dimensions et tout. C'est génial. Et du coup, le premier truc, quand tu as les moyens et que tu as envie d'avoir cette typologie de vélo, c'est que le mec, il t'écoute. Tu veux un vélo pourquoi? C'est pour barouder, c'est pour faire la course. C'est quoi ton usage? C'est pour te balader, c'est pour aller faire tes courses le samedi. C'est quoi ton usage? Le vélo va pas être le même en termes de position, en termes de confort, en termes de machin. Donc le premier truc que tu crées, c'est un lien social. Et après, il y a la partie technique, et après, il y a son savoir-faire. Et ça, c'est génial. Et quand tu vas chercher ton vélo, j'imagine, enfin en tout cas, je me projette, tu dois être trop content. Et il y a un truc qui casse sur ton vélo ou qui s'abîme ou qui machin, mais tu vas le revoir. Et puis il va te le réparer, en fait. C'est pas un sujet. Tu vois, il y a ce truc aussi où finalement on perd un peu le truc. Je vais chez Intersport, chez Decathlon, chez je sais pas quoi. Je parle à un vendeur 4 minutes, je choisis mon bike, je vais à la caisse, je paye, je me barre. Ça, c'était. Voilà. La comparaison, elle est quand même folle. Et en fait, c'est un acte finalement. Alors, il y a le prix aussi qui fait la diff, mais c'est un acte de réflexion où je me projette dans l'usage du produit que je vais acheter, vélo ou chaise ou peu importe, tu vois. Mais c'est pas la même chose en fait finalement. Et on n'est pas du tout, on est aux antipodes d'un Amazon où je clique parce que c'est pas cher, ça arrive demain matin et que voilà, c'est dans je scrolle quoi. Mais à la fois, enfin, notre vie, en fait, nous pousse constamment à cette rapidité-là de pas prendre le temps de faire les choses, d'aller toujours, tu vois, il faut aller toujours de plus en plus vite, quoi, j'ai l'impression. Carrément, je suis le premier à vouloir courir partout et aller super vite. Et en même temps, je me force à réfléchir, ou en tout cas à me poser la question, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment gagné du temps en achetant vite, tu vois, en consommant comme ça est-ce que ça m'a vraiment fait gagner du temps? Parce que finalement, la chaise que j'ai achetée à Auchan qui va me tenir 2-3 ans, ben, je vais devoir en racheter une. Donc je vais devoir me déplacer, je vais devoir aller choisir. Puis finalement, c'est pas Auchan, c'est Ikea. Et puis finalement, c'est pas Ikea, c'est je sais pas quoi. Peu importe. Et donc tout ça, ça me consomme du temps. Ça me consomme de l'esprit, tu vois, du temps de cerveau, de la réflexion, du focus, peu importe. Et sur le long terme, est-ce que c'est vraiment malin? Tu vois, je sais pas. Mais peut-être qu'il faut aussi, tu vois, enfin, c'est un peu facile, je trouve, même si je suis le premier fautif et dans ce jeu-là, hein, de dire c'est la société qui nous pousse à aller vite et tout. Ouais, ok. On peut pas quand même faire un pas de recul et se poser 2 secondes sur de quoi j'ai envie, moi, personnellement, profondément. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce t-shirt, je sais pas quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce machin truc, tu vois? J'en sais rien. Un travail d'introspection, là, à faire. Ouais, et puis d'objectif. Tu vois, c'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est d'avoir une chaise. C'est d'avoir une chaise vite. C'est d'avoir une chaise qui dure. C'est d'avoir une chaise de quoi, en fait? D'avoir une chaise belle. D'avoir une chaise qui rentre dans mon budget. D'avoir une chaise... J'en sais rien. Après, là, sur les relations entre
les personnes, je pense que ça va devenir un sujet de plus en plus important, où les gens vont chercher un peu ces bulles de relations sociales réelles. Et ça pourrait être, en effet, avec un commerçant qui vient vraiment s'intéresser à toi. Et c'est quoi le vélo exact que tu souhaites et que tu as besoin Ouais, ou que tu as envie, ouais, carrément. Ouais, en fait, c'est cette relation de lien, de proximité, de compréhension de l'autre, d'empathie. C'est hyper agréable de se sentir écouté, de pouvoir raconter, ou d'écouter l'autre et de le comprendre, voire de le conseiller. En fait, c'est donnant-donnant, c'est gratifiant, c'est riche. Et ça, ça se passe pas sur Amazon, si je reprends mon truc. Tu vois, tu peux pas parler. Enfin, si, tu peux chatter éventuellement à un mec ou une nana d'ailleurs, ou à un bot, j'en sais rien. Ouais. Donc, c'est finalement, tu vois, tu vas sur YouTube, t'as 10 milliards de contenus sur, j'en sais rien, moi, comment faire du sport, parce que ça, c'est plutôt ton thème. Mais finalement, tu vois, il y a plein de salles de sport, il y a plein de coachs sportifs, il y a plein. En fait, les gens ont encore. Et c'est normal, on est des humains, on a besoin de cette sociabilité et c'est trop cool en fait. C'est ce qui fait notre différence avec plein d'autres animaux d'ailleurs. On a besoin de parler, de se réconforter, à un moment donné de donner sa confiance ou de faire un lâcher-prise vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on a confiance en lui ou en elle et qu'on se dit que sa compétence est meilleure que la nôtre sur ce sujet précis. Et donc, vas-y, en fait, j'arrête de regarder 100 000 vidéos sur mon entraînement de vélo par exemple. Je vais faire confiance à Michel. Et Michel, c'est un pro, il adore ça, il a épluché toutes les vidéos, mais surtout, il a un savoir-faire authentique et machin. Il va m'écouter et puis il va me dire ce que je dois faire et puis je vais suivre ce que Michel il me dit, quoi. Et ça, c'est quand même super confortable. Et en plus, j'ai une relation de confiance avec Michel. Et du coup, je peux lui dire, bah tiens, là, j'ai vraiment pas réussi, c'était trop dur pour moi. Ou vas-y, donne-moi plus parce que j'ai envie de plus. Enfin, peu importe, en fait. Ouais. Mais ce lien-là, il est quand même capital. Enfin, il y a des sujets que t'as pas envie de traiter avec l'intelligence artificielle, quoi. Ah, mais c'est vrai, des fois, t'as envie d'avoir quelqu'un qui te sourit, quelqu'un qui te montre de l'interaction et pas avoir des lignes qui apparaissent. Des fois, je discute sur des sujets perso avec de l'IA, tu vois, où je me questionne mais ça me fait jamais autant de choses que si j'appelle un pote, que si j'en discute avec un de mes frangins, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, carrément, mais il manque la bière ou le verre de jus de fruits avec l'IA. Ah ouais, c'est vrai le que moment ça peut, aussi, c'est vrai que ça aide aussi. Tu vois, moi, je suis très confiant sur tous ces métiers. Par exemple, tu vois, My Coach, tu vois, où on fait du service d'humain par les humains. J'ai des potes des fois qui me disent, mais t'as pas peur parce que maintenant, tu peux avoir un programme sur Internet, tu peux avoir une analyse de ta pesée, bref. Mais en fait, je pense qu'avant qu'une IA puisse vraiment, à un moment donné, poser la main sur ton épaule et te dire t'inquiète pas, Mathieu, là, je sais que c'est dur, mais accroche-toi et ça va aller, tu verras, ça va marcher. Avant que ça arrive, je pense que j'ai un peu de temps, tu vois, devant moi, quoi. En fait, ouais, parce que tu vois, il y a plusieurs choses dans ton propos et t'as raison et je suis 1000 fois d'accord. Déjà, une IA qui pose la main sur ton épaule, ça veut dire que c'est une IA, c'est de la robotique, c'est un machin, ça va coûter les yeux de la tête. Est-ce que c'est vraiment dans le monde du sport que ça arrivera en premier? J'en sais rien, j'y crois pas trop, mais peu importe. Et puis après, il y a toute cette notion d'empathie, de réaction, de sensation. Alors l'empathie, les IA peuvent peut-être un peu en avoir déjà, et, voilà. Mais il y a la sensation, il y a la réaction, il y a le non-verbal, il y a les yeux, il y a les joues, il y a les rictus, et machin. Il y a plein de trucs qui viennent en mouvement. Et ça, aujourd'hui, en tout cas, les robots, une IA, machin, ça le fait pas encore. Ça n'empêche pas de nous brainwasher à fond et d'être déjà rentré dans nos vies. Hein. Maintenant, jusqu'où? Et puis à un moment donné, il faut aussi souffler et accepter un peu plus du temps long. Et le temps long, aujourd'hui, c'est plutôt entre humains plutôt qu'entre machines, quoi. Complètement. Même si quand tu fais une levée de fonds, ce que je te disais, si tu parles pas d'IA... Ah bah t'es has-been. T'es has-been, quoi. Ouais, carrément. Et c'est incroyable. Alors que moi, je suis convaincu qu'il y a une... Tu sais, quand il y a une force qui s'exerce, il y a toujours la force opposée qui arrive. Bien sûr. Et qu'il va y avoir vraiment un soulèvement autour de
tous ces services de l'humain par des humains, des entreprises comme Tissel, ben, je pense que ça va se multiplier. Les gens ont besoin de ça. Tu prends l'aide à la personne. Ok, donc sur une partie plus personnes âgées ou ayant besoin d'un accompagnement fort, handicapé ou peu importe. Aujourd'hui, on peut imaginer processer, organiser les calendriers avec de l'IA pour faire joli, etc. Pas de problème. Mais la finalité du métier, c'est quoi? C'est qu'il y ait des gens avec des gens pour s'accompagner. Parce qu'en fait, il doit y avoir une difficulté matérielle ou physique. Il faut déplacer, physiquement, il faut accompagner. Ok. Mais il y a aussi toute l'émotion qui va autour. Il y a la douceur, il y a la capacité à faire les gestes, etc. Et là, on peut mettre de l'IA où on veut, mais il faut arrêter de se gratter, quoi. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton... à quel moment est-ce que tu te dis « Ah, là, j'ai réussi. Dans cette boîte-là, Tissel. Qu'est-ce qui doit se passer ?» Il y a plein de micro-moments où je me dis, bien sûr, c'est une réussite. Déjà, quand les médias, globalement, ils parlent de Tissel et donc des marques qui sont dans Tissel, je me dis, déjà, ça, c'est un bon petit bout parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui, à un moment donné, vont lire, vont voir passer qu'il y a des gens qui essayent de faire un peu différemment, qui essayent de montrer que le local, ça a du sens, l'humain, ça a du sens, etc. Ça, mettre la graine. Mettre la petite graine, exactement. Et planter quelque chose. Ouais. Ça, c'est cool. Après, y a plein de moments qui sont hyper gratifiants. Dans Tissel, on organise beaucoup de visites du lieu parce que c'est un peu des usines ouvertes. Donc, on aime bien montrer les boîtes, etc. Quand je dis plein de visites, c'est que par mois, on fait visiter à entre 500 et 1000 personnes. D'accord ? Donc c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. Et en fait, ces moments-là, ils sont hyper précieux parce que les gens qui viennent visiter, alors, ils en ont entendu parler, etc., peut-être la petite graine ou d'autres, peu importe, ou alors c'est des écoles, tu vois, et donc c'est des écoles d'ingé, des écoles de commerce, des CAP, des collégiens, des lycéens, peu importe. Et à un moment donné, tu as les yeux qui font toutou dans la visite. Parfois, c'est sur du textile, parfois, c'est sur du plastique, parfois, c'est sur des pneus, peu importe. Et puis, tu sens qu'en fin de visite, il y a des questions, des trucs, mais en fait, on jette vraiment autant. En fait, c'est quoi la conséquence? Et tu vois, quand je disais la chaise, je l'ai achetée, elle est cassée, je la jette. C'est quoi la conséquence après? Pour moi, humain lambda, j'ai mis à la poubelle, voire même, j'ai séparé le plastique du métal, du machin, j'ai mis dans les bonnes poubelles. La jaune, la grise, la je sais pas quoi, peu importe. Génial. Mais en fait, c'est pas du tout la fin à ce moment-là. Et la fin, en fait, elle est dans X centaines, peut-être milliers, peut-être millions d'années. Parce que soit ça va être incinéré, avec les conséquences que ça a, soit ça va être enfoui, et c'est horrible aussi, mais c'est pas du tout la fin du produit. Et ça, c'est non imaginé aujourd'hui. Ouais. On aime bien ne pas se l'imaginer, ne pas y penser, parce qu'en fait, c'est trop dur, on sait qu'on sait pas. Et dans Tissel, on vient casser ça, on vient raconter ça. On vient raconter que le déchet, on veut que ça devienne notre matière première. Comment on fait? Quels sont nos freins? Pourquoi ça marche pas? Quelles sont les conséquences de ça? Avec des logistiques de malades, avec des stocks de fous. Enfin, tu vois, le premier bâtiment Tissel, il fait 13 000 mètres carrés. On a probablement 2500, 3000 mètres carrés. C'est 100% du stock de gisement. Donc, gisement, il faut comprendre déchets, tu vois, qu'on va réutiliser. 3000 mètres carrés sur 13 000, mais qui peut se les payer, en fait? C'est chaud, en fait, c'est dur. C'est pour ça que je te dis qu'on part avec un plâtre, tu vois, une jambe cassée, machin. Donc, ouais, et ça, quand les gens le comprennent ou l'acceptent, plutôt, avant la phase de compréhension, il y a une phase d'acceptation, tu sens que, ok, il y a un petit verrou qui vient de sauter, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas acheter une chaise chez Ikea ou chez Auchan, et en fait, je juge personne. Ça permet de se dire, tiens, en fait, avec le recul, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait que je fasse. Ça veut pas dire que je le referai pas, c'est pas grave, en fait, c'est ok. Mais voilà, et tout ça, il faut qu'on se... Parce que, en fait, sociétalement, ça va prendre vachement de temps de changer. Mais du coup, il y a énormément de déchets qui sont à récupérer, possiblement. C'est de la folie. Je me dis, mais
le moyen de gérer ça, et est-ce qu'il peut pas être autour d'une solution qui permette de gagner de l'argent, un truc capitalistique, hein, tu vois, de gagner de l'argent grâce à tout ça, parce que il faut que ce soit un effort très motivé, pas d'un petit groupe de personnes, mais qu'il y ait un truc collectif. En fait, Ticel, c'est une structure qui n'a pas vocation à faire de l'argent pour que les structures d'Anticel puissent en faire. Enfin, tu vois, pour que les structures d'Anticel, La Vie est Belle, les Trois Tricoteurs, Dagoma, machin, toutes ces boîtes, elles puissent, elles, faire leur business. On n'est pas du tout anticapitaliste, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire une structure qui permet de booster ces boîtes-là. De manière à ce que... Parce que si demain, je monte une boîte qui fait du tricot pour aller embêter les copains des Trois Tricoteurs, mais que je fais absolument pas attention à mes déchets, je cherche pas à faire de la récupération de fils, je cherche pas à minimiser mes rebuts de prod, etc., etc., mais ça va être, entre guillemets, beaucoup plus facile, mon job. Et donc, opérationnellement, je vais avoir peut-être moins de coûts. Tu vois ? Ouais, c'est même sûr. Et donc, comment on fait ? Et c'est ça l'objet de Ticel, tu vois, un peu, ou en tout cas, ma grande motivation de Ticel, c'est comment on vient remettre, combien on va équilibrer cette structure imaginaire qui fait du tricot versus les Trois Tricoteurs. Et avec cette même structure, comment on vient équilibrer Dagoma et je sais pas, une autre boîte qui fait de la fabrication de plastique. Comment on vient équilibrer Recycle-moi qui récupère des vélos et qui machin et qui reste une asso et je sais pas, j'ai rien contre eux, mais des cadres qui va faire produire des centaines de millions de cadres en Chine. Comment on vient balancer tout ça ? Et l'un va pas sans l'autre, en fait. Il y aura les deux. Ouais. Mais voilà, comment on fait ? Ouais. Et après, à une échelle plus territoriale, et là, en étant le territoire un peu comme on veut, bien sûr que si, qu'il y a des millions de choses qui doivent se mettre en place. Mais on est un peu une société qui croit que ce qu'elle voit. Et donc, on a besoin de montrer des exemples pour dire, ah bah tiens, demain, on pourra faire ça. Parce que ça marche déjà. Tu vois ? Et donc, il faut, enfin, en tout cas, avec Ticel, on prend le rôle de dire, on va le mettre en route. Et si à un moment donné, c'est accepté sociétalement, accepté gouvernementalement parlant, accepté, etc., bah, la machine, elle se mettra en route. Et du coup, alors, le gouvernement, c'est pas un peu son job aussi, ça, de travailler sur ces sujets-là ? Bien sûr, enfin, en tout cas, je considère que oui. Après, je pense qu'il y a tellement de sujets, globalement, et je ne défends absolument aucun gouvernement, pas de prise, j'ai pas de velléité ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a un bordel à gérer en ce moment. Alors, en ce moment, entre autres, mais c'était pareil il y a 5 ans, c'était pareil il y a 10 ans. Enfin, on va toujours trouver du chaos autour d'un moment. Hein. Mais en fait, mon propos, c'est quoi ? Je pense qu'à un moment donné, il faut déléguer pour qu'il y ait plus de choses qui soient faites. Aujourd'hui, il y a une volonté humaine de pouvoir et par plein d'acteurs, quels qu'ils soient. Je dis pas que c'est bien, c'est mal. Dans certains pays, et j'en ai cité un tout à l'heure, beaucoup, ça marche. En tout cas, ils arrivent à avoir une direction vision. Et ça va devenir le plus gros producteur d'énergie verte au monde. Ça va probablement être les premiers à sortir du pétrole, etc. Donc, je dis pas que c'est bien, c'est mal, cette histoire de pouvoir. Mais par contre, je dis, attention, le pouvoir, pourquoi ? Et si c'est le pouvoir pour l'argent, bah, y a un sujet. Si c'est le pouvoir pour rendre glorieux tel ou tel pays, bah ok, mais attention, glorieux comment etc., etc. Donc oui, bien sûr, ce serait, j'imagine, au gouvernement de structurer un petit peu ces trucs de transition, de machin de trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est factuellement le cas ? Bah non, aujourd'hui, on éteint les feux les uns après les autres, on traite les sujets brûlants les uns après les autres, on s'envoie les patates chaudes les unes après les autres, et puis plouf, quoi. Bon, en France, on peut pas dire que nos politiques sont là pour l'argent, déjà. Parce qu'ils sont pas très bien payés par rapport Je suis d'accord. à ce qu'ils font. Mais ils sont là pour le pouvoir. Par contre, du coup, ils sont là pour autre chose, et sans doute pour le pouvoir. Et tu vois, moi, je fais partie peut-être des quelques personnes où je me dis, mais non, mais en fait, il faudrait beaucoup plus payer les politiciens, en avoir sans doute moins, mais beaucoup plus les payer pour aller chercher des performeurs, quoi. En fait, ça se gère au final comme une entreprise, un pays.
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si je suis parfaitement de ton avis. Ça me dérange pas de les payer plus, je m'en tape un peu, pour être tout à fait honnête. Mais euh, encore une fois, c'est quoi l'objectif? C'est quoi leur objectif? Mais quand je dis leur objectif, c'est leur objectif propre, profond, personnel. Si le pouvoir est là pour le, simplement pour le fait d'avoir du pouvoir, bah, il n'y a pas d'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est un objectif de rendre un pays, une zone, une Europe, une France, peu importe, plus compétitive, plus performante, plus durable, plus je sais pas quoi, bah là, il commence à y avoir un début d'objectif. Mais là, il est où l'objectif? C'est quoi l'objectif? Ouais, mais Et en fait, il y en a c'est pas. complètement. Il n'y a pas de KPI clair Et du, d'établi. Hein. et du coup, je reviens en arrière et je disais tout à l'heure, pour moi, il y a un gros problème de vision, ambition à l'échelle territoriale, française, européenne. Il y a- on sait, bon, moi, je me suis peut-être mal renseigné, mais je ne sais pas quelle est la vision de l'Europe dans 50, 100 ans. Je ne sais pas quelle est la vision de la France dans 50, 100 ans. Et je suis un petit citoyen lambda qui essaye de faire sa petite part, mais ma petite part que j'ai décidé moi-même Hmm. et qui n'est peut-être pas du tout alignée avec la vision de mes voisins, en fait, de rue. Et ça, je trouve que c'est vachement bizarre. Or, il y a plein Ouais. d'outils. Tu vois, tu prends une énorme boîte, enfin, plein d'énormes boîtes, notamment un groupe Mullier, là, les ADO, enfin, Leroy Merlin, Decat. Ils font un processus de vision qui est répété tous les 4 ans, qui englobe 100% de leurs collaborateurs, Hmm. que ce soit le mec en logistique, le personnel d'entretien, et le DG, je sais pas quoi, bidule truc. Ils le font. Pourquoi on peut pas le faire à l'échelle d'un pays, en fait, et je réduis, à l'échelle d'une ville, c'est plus petit que Decathlon. À l'échelle Ouais. d'un territoire, tu vois. En fait, c'est faisable. Pourquoi on le fait pas ensemble? Pourquoi on se met pas en mouvement tous ensemble? Ça va créer de l'unité, ça va créer de la performance et du plaisir, en fait, ça va être vachement bénéfique. Et tu vois, on parle beaucoup, là, puis les candidatures, là, les élections, elles vont revenir, de toute façon, c'est cyclique, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'on nous vend de plus en plus, et là je vais passer pour un vieux, tu vois, mais de plus en plus, j'ai la sensation de dire, avant il y avait des propositions de vision, des propositions Hmm. d'ambition pour le pays, en l'occurrence qu'on parle des présidentielles, et maintenant on est plutôt sur ce sur quoi on est contre, et ce sur quoi on veut pas aller. Ouais. Ok, Ouais. trop bien de ne pas vouloir aller quelque part, mais du coup On tu va vas où? où? Tu vois, et en fait, toi qui es entrepreneur, tu sais qu'on monte pas une boîte, une structure, une organisation si on n'a pas un objectif d'aller quelque Hmm. part. Ça veut pas dire que l'objectif ce sera le bon point et qu'il va pas se déplacer un peu et c'est ok en fait. Mais il y a un début d'objectif. Ouais. C'est quoi l'objectif? Je connais pas. C'est la survie. Et ouais, mais ça veut rien dire, tu vois. Ouais. Comment tu survis? Tu vois, Ouais. et c'est quelque chose que je trouve brillantissime, même si je déteste le fonctionnement, mais quelque chose que je trouve brillantissime en Chine, c'est qu'ils ont des énormes objectifs. Ils sont Ouais. clairs, ils sont limpides, ils sont écrits, ils sont partagés, et derrière, il y a une politique publique qui les soutient. Incroyable. Ouais, ça ressemble comme à une gestion d'entreprise, quoi, ce pays. Hein. Un peu plus, ouais. Que, bon, en France, c'est plus. Ah, Ouais. et on dit démocratie en France. Moi, j'ai été convaincu longtemps que la démocratie était le meilleur système absolu et qu'il ne pouvait pas en exister d'autres qui puissent faire le bien pour la communauté. Et plus le temps passe, plus je me questionne, tu vois, sur ces questions-là. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est le seul modèle et le meilleur qui peut apporter bon, là, on sort un petit peu Ouais, puis moi je suis du nul, cadre, hein, tu vois. j'y connais rien. Il y a plein de gens qui disent que la démocratie c'est le moins pire des systèmes. En fait, j'en sais rien. J'ai pas d'avis sur le sujet. Euh, je pense que on manque de temps et d'éducation sur des anti-systèmes. Je pense à de l'anarchie ou de l'holocratie ou des choses comme ça, où il est probable, enfin c'est sûr qu'il est possible de faire autrement. Tu vois. On connaît pas le vote à 5 doigts. Tu vois, le vote à 5 doigts, c'est je suis 100% d'accord, je te soutiens. C'est je viendrai pas contre toi. J'ai 4 doigts, ok, je me mets en retrait. 3, c'est
je suis pas d'accord, mais je me bats pas. En fait, cette décision va pas m'affecter, etc. 2, c'est je suis pas d'accord, je vote contre. Et 1, c'est je m'oppose. Ça veut dire que ton vote ne passera pas. S'il y a 1-1, ça passe pas. Et tu vois, on pourrait voter différemment. Les politiques nous présentent des propositions contre. Mais moi, je n'aime pas voter pour. J'adorerais voter contre. On peut retourner la mécanique. Et peut-être que si on votait et un pour et un contre, peut-être que le total des voix pour, ce serait 60% pour A. Mais par contre, en contre, il y aurait 70% contre. Et, alors, en fait, on peut imaginer des trucs où ça contrebalance complètement le sujet. Complètement. Et ça, on l'imagine mal, en fait, parce qu'on est un peu bloqué dans notre carcan ou ce qu'on considère comme étant établi. Mais on peut réfléchir notre système, on peut réimaginer le truc, quoi. Bref, la politique, c'est un grand sujet. Bien évidemment, et je pense que c'est tout le monde comme ça, on adorerait que ce soit géré différemment, on pense tous avoir la bonne solution ou une solution meilleure. J'en sais rien. Factuellement, aujourd'hui, personnellement, je suis pas très satisfait de ce qui se passe. Mais d'une certaine manière, tu fais avancer les choses à ton niveau, tu vois, même s'il n'y a pas une vision commune, globale, qui permet de tous avancer dans le même sens. Mais je me dis, ben, l'entrepreneur que tu es, en fait, il met en action des choses, quoi. Tu vois, il fait avancer le truc. On est plein comme ça. Enfin, on est plein dans le sens, pour moi, toutes les personnes qui entreprennent, elles essayent de montrer aux autres qu'il y a un truc qui peut être bien dans cette direction-là. Tu vois ? Et donc, ouais, carrément, bien sûr. À micro-échelle, on essaye de faire bouger un peu le truc et c'est trop cool et j'adore et je vais continuer parce que ça me fait plaisir, ça me plaît, ça me motive, etc., etc. Carrément. Et du coup, tu vois, quand tu es dans ta première boîte versus maintenant, c'est quoi la différence dans la manière de penser est-ce que tu te dis aujourd'hui, ce que je fais, ben je le fais mieux, ça a plus de sens? C'est quoi la différence? La différence, elle est... En fait, j'ai toujours été convaincu par ce que je faisais. Et ça a toujours été un truc hyper important pour moi. C'est la raison pour laquelle je me suis barré du groupe pour lequel je bossais avant. Parce que j'étais plus convaincu, parce que j'avais envie de faire... je pensais pouvoir faire mieux différemment. Tu vois, donc je me suis dit, bon, c'est qu'il faut que je me barre et on verra. Peut-être je ferai pire. Et du coup, je me serais prouvé que non, je suis pas capable. Peut-être je ferai mieux. Et ça veut pas dire... Et en fait, c'est moi qui m'auto-juge. Donc, c'est pas du tout objectif, ce que je suis en train de dire. Et au début de Dago, moi, j'étais ultra convaincu. C'était trop bien, on remettait du local, c'était canon. On vendait une machine qui permettait de produire au local. Enfin, voilà, j'avais une motivation, une confiance dans ce qu'on exécutait qui était énorme. Et j'étais profondément convaincu que c'était pour le meilleur, tu vois. Donc, en fait, finalement, tout ça pour répondre à ta question, je voulais te dire, je pense pas faire moins bien ou mieux. Ce qui est sûr, c'est que mes convictions se sont modifiées, confortées, peu importe, tu vois. Et je suis toujours très aligné avec mes convictions et ce que je fais dans ma vie. Et ça, c'est super agréable parce que du coup, t'as pas l'impression de tirer à droite, tirer à gauche, tu vois, enfin voilà, tu as l'impression d'avancer dans une direction que tu penses être la bonne. Et ça, c'est cool. Ouais, bien sûr, ouais. Permet d'être bien assis. Bien, de se regarder dans le miroir. Ouais, c'est ça. Ça va, quoi. Ça va, exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite À moi, rien. Parce que toi et ta boîte, bon, c'est... Ouais, non, en fait, personnellement, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je me sens zen par rapport à ma situation perso. J'ai plein de souhaits personnels, mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Non, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter tous ensemble, tu vois? Je suis plus dans cette volonté-là. Ouais. Et mon rêve, ce serait qu'on se le souhaite, qu'on le construise tous ensemble. Tu vois? Ce souhait. Ça, ce serait cool. Ça me ferait kiffer de construire un souhait général à, je sais pas, on prend les villes, là, Lille, Roubaix, Tourcoing, machin, je sais pas combien on est, 1 million de personnes. Vas-y, on se construit un souhait global. Trop cool. Et où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre?
Et je suis profondément convaincu que globalement, on serait tous plus heureux. Et plus en sérénité, et plus dans l'empathie, et plus, tu vois. Ça, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Bon, bientôt, on va te voir donc sur des listes électorales. Faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas mon souhait. Non, il n'y a pas de... mais pour moi, ça, c'est l'objectif de la politique. Ça doit être ça, quoi. C'est d'aligner les gens carrément, vers un truc commun où tu dis, bon, pendant mal an... ouais, ça me va, quoi. On y va, quoi. Ouais, mais je pense même que c'est bon an, tu vois. Même pas mal an. Enfin, parfois, il y a mal an quand même, parce que... mais ça doit être des trucs à la marge. Globalement, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de sourire, tu vois, on a tous envie d'avoir des contacts avec des gens. Qu'est-ce que deux humains ne peuvent profondément pas vouloir ensemble? Prends deux gamins, deux enfants, tu vois. Ils ont, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu mets côte à côte. Enfin, il n'y a pas de sujet, en fait. Non. Donc, d'où qu'ils viennent, c'est trop cool, quoi. On peut construire. On est toujours OK pour construire avec un pote, avec sa famille, machin. Ouais. Tu vois, pourquoi on va chercher Pourquoi on va appuyer sur des trucs sur lesquels t'as le droit d'aimer le vert et j'ai le droit de pas aimer le vert? Enfin, je prends une couleur parce que on s'en fout. Mais, et c'est OK, en fait. Ouais. Pourquoi il y a besoin d'appuyer sur le fait que moi, j'aime pas le vert? On s'en fout. Ou moi, d'appuyer sur le fait que t'aimes le vert et que moi, le vert, je trouve ça nul. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Faut construire sur du positif. Pas aller chercher le caillou, le machin. Le truc qui nous divise forcément. C'est, sur les enfants, ce que je trouve exceptionnel, tu vois, ma fille a 6 ans. Ouais. Je sais pas, ils ont quel âge tes enfants? Ils ont 3 et 5. 3 et 5. Tu vois, tu dois le vivre aussi. C'est sa capacité à se faire des amis à une vitesse éclair. Et puis, des bons amis, quoi. Attention, genre, on se prend dans les bras, tu vois, en l'espace, tu vois, de littéralement 7 minutes, quoi. Ouais. Tu te dis, mais... On s'invite à nos anniversaires. On s'invite. Tu te dis, mais waouh, à quel moment est-ce que cette... Ouais. Tu vois, c'est que intrinsèquement, on est fait pour ça, pour se connecter très rapidement. C'est grave. Putain, mais à quel moment est-ce que, tu vois... il se passe autant de temps, tu vois. Je le vois dans les clubs chez Ginkgo Sport. Ouais. Les gamins, ils viennent, ils se connaissent pas, ils boxent, ils parlent ensemble et tout. Et je dis, vous connaissez? Oh non, ils savent même pas quel est son prénom, je ne sais pas. Ouais. Mais ils ont tout de suite connecté entre eux. Et ça marche. Et ça marche, mais carrément. Ouais. Et tu vois, j'adore ça parce que, en fait, à un moment donné, ils ont un objectif commun. À la récré, c'est de jouer ensemble. Au club de sport, c'est de boxer ensemble ou c'est de je sais pas quoi ensemble. Il y a un truc ensemble. Et parce qu'ensemble, c'est plus cool. C'est plus drôle. Ouais. En même temps, je fais de la boxe tout seul, c'est compliqué, quoi. Tu vois, je joue tout seul à la récré, je vois tous les autres qui jouent avec un ballon, moi je suis tout seul dans mon coin, c'est compliqué. Ouais. Donc, on est un humain augmenté quand on est un humain avec des autres. Tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut parler. Il faut arrêter de parler d'intelligence artificielle. Il faut parler d'humain augmenté. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, comment on fait ensemble, quoi. Comment on fait société ensemble. Il y a carrément plein de trucs cool à faire ensemble. C'est chouette, ça. Puis ça donne de l'optimisme, en tout cas. Il faut regarder le verre à moitié plein, surtout. Carrément. Du coup, une volonté plutôt collective. Tu vois, là, il y a peut-être des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs ou même... simplement des personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent tiens, ça me parle ce que dit cette personne. Quel conseil est-ce que tu pourrais peut-être donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, moi je suis qui pour donner un conseil? Ma seule envie ou mon seul partage, c'est de dire, mais par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, faites des trucs ensemble. On est des humains et en faisant des choses ensemble, déjà on est plus fort. On partage plus vite et puis surtout on vit des moments qui sont hyper sympas, chaleureux, cordiaux et ça c'est trop cool et on est des êtres sociaux donc faites ensemble. C'est une belle phrase pour terminer. Au final on se souviendra que de ces moments-là entre humains. Ouais, carrément, sur un lit quel qu'il soit en fin de vie. Je suis pas sûr qu'on réfléchisse à quelle fight on a eu avec Jean-Eudes ou Jean-Pierre, mais on se souviendra des moments sympas qu'on a eu en famille, entre potes, ou des aventures folles qu'on a pu vivre en groupe. Trop bien. Merci Mathieu. Avec plaisir, merci.
Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de My Coach Inside. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.